Mephisto Red! Mephisto Red! Warstar Glow! J'avais vraiment peur que tu l'échappes. J'ai eu un peu peur. J'étais à mon affaire, là, je l'ai eu. Bienvenue au balado Soirée Peinture. Je crois avoir fait une erreur au dernier épisode. J'avais mentionné épisode 120, mais c'était le 119. Ça se peut-tu? Le David nous éduque qu'on a sorti la semaine dernière. Je crois que c'était... J'ai dit 120, c'était 119. Donc, bienvenue à finalement cet épisode 120 tant attendu depuis une semaine. On tient à remercier la BIS, fier commanditaire du podcast. Et aujourd'hui, on vous propose de faire un retour sur l'entrevue qu'on a fait avec John. V'là 2 semaines, si ma mémoire est bonne. Oui. Donc, c'est une entrevue en anglais et comme on a fait jusqu'à maintenant, là, à chaque fois qu'on a un épisode qu'on a fait en anglais avec un invité, on a tendance à revenir un peu en français puis faire un peu un push sur ce qui nous a inspiré, ce qui nous est ressorti de ça. Fait qu'on va vous jaser un petit peu de ça. Puis, ben, toi, David, tu connaissais plus John que moi. Oui. Vu que vous avez déjà joué plusieurs fois ensemble. Là, je vois ton livre de Général d'Armée 2, qui est juste là. Comment t'as trouvé l'expérience? Ben, c'était vraiment fun. Je trouvais ça intéressant qu'ils viennent nous parler, puis qu'ils nous amènent, parce qu'il y a beaucoup d'expérience avec les jeux de Too Fat Lardies, donc ils viennent nous parler de ça. Mais ce qu'on fait souvent dans nos... qu'on fait tout le temps, je pense, dans nos entrevues, c'est qu'on... Ben, les gens qui viennent pour la première fois, on leur demande leur parcours. On essaye, des fois, surtout leur première fois. On leur demande sur leur parcours, puis je trouve ça le fun, parce qu'on... Ça donne d'autres points de vue, puis de voir que les gens partent pas tous de la même place, puis de la même façon. Puis John, contrairement à beaucoup de gens, surtout les plus vieux qu'on a interviewés, il a pas commencé quand il était jeune. Il a commencé à 50 ans. C'est vrai. Puis il a commencé, encore une fois, comme... Mettons qu'on fait on fait la comparaison avec Graham, lui, c'est un parcours plus classique que qu'on entend souvent dans des interviews de gens en Angleterre, les modèles Airfix, puis comme il baigne là-dedans, puis tout ça. John, c'est avec le Seigneur des Anneaux, avec son fils, qui commence. Fait que, tu sais, déjà, moi, je pense qu'on peut encore déjà voir l'impact qu'ont eu ces films-là dans le monde du hobby, puis ce que Game Workshop en a fait avec ses modèles, puis les figurines, les premières figurines des frères Perry qui ont été créées pour le Seigneur des Anneaux. Donc, de voir que ça a eu un gros impact dans le monde du wargame. C'était comme son introduction dans le jeu historique. Bon, si vous comprenez pas cette blague, c'est tout à fait correct. Je vous invite à aller réécouter l'épisode qu'on a fait avec John, puis de réécouter les épisodes qu'on a fait avec Alexandre Gueudry. Une couple de fois là-dedans, on mentionne à quel point est-ce que Lord of the Rings, pour moi, c'est un jeu historique. Mais bon. Puis mais ouais. En tout cas, non, vas-y. Je trouve que ça nous illustre bien l'impact que ces films-là ont eu là, puis l'importance que cette licence-là a eu, le fait que Game Workshop la prenne, puis l'utilise, puis fasse quelque chose avec, dans le monde du wargame. Et que là, encore aujourd'hui, on a des nouveaux films qui sortent, comme War of the Rohirrim, et on a une nouvelle gamme de modèles. Qui vont avec. Quand on a eu le Hobbit, on a eu une nouvelle gamme de modèles. Quand on a eu Ring of Power, on n'a pas eu de nouvelle ligne de modèles. Et ça, je pense, parce que leur licence doit être liée à Warner Brothers. Ça se peut-tu? C'est pas Warner Brothers qui ont... Ah, c'est ça. oui. Non, alors, je comprends, David, que tu as voulu aller dans les faits. Là. C'est tout à fait correct. Tu as visé l'exactitude, tu as visé... On rectifie, on s'assure de nuancer, de donner les faits. Bravo, David. Moi, ce que je voulais, c'était laisser planer le mystère pour tous les gens qui détestent Ring of Power. Pour qu'ils fassent... Je le savais! T'es tellement pourri, ils n'ont même pas de ligne de modèle. Je voulais leur donner raison tout en sachant qu'ils n'avaient pas raison. Bon, ça peut aussi être que c'est pas bon. Ça veut pas dire que c'est à cause de ça qu'il n'y a pas de modèle. Ça peut aussi être très bon, puis ça veut pas dire que c'est à cause de ça qu'il n'y a pas de ligne de modèle. Comprenez le principe. Ouais, puis je vais même faire profiter de ton aparté pour dire j'ai fini la 2e saison de Ring of Power la semaine passée. Puis j'ai longtemps réfléchi à aller faire un post sur Facebook. Dire... OK. Ouais, là, le mystère plane, là. OK, vas-y. Opinion impopulaire. J'ai aimé. J'aime Ring of Power. Ah ouais? J'aime ça. OK. Ben écoute,
Je me rappelle pas si j'en ai déjà parlé. Je pense dans l'épisode avec Salaise, on en avait parlé un petit peu. Ouais, il me semble que ça s'est discuté là. La première saison, elle m'a pas beaucoup marqué. Puis les personnages qui m'ont m'ont pas marqué pour les mêmes raisons que d'autres. Moi, dans le sens, je suis un gros fan des elfes en général dans Lord of the Rings. Dans Ring of Power, les nains étaient plus intéressants. Et l'elfe que je trouvais le plus cool, c'était sensiblement Elrond. J'étais genre comme... Ok, Elrond est encore cool, même si c'est pas le dude qui faisait Red Skull. Ouais. L'agent Smith. Oui, c'est ça, exactement. Mais j'avais trouvé correct. Tu me diras ce que t'en penses. J'avais pas l'impression d'écouter Lord of the Rings. J'avais l'impression d'écouter Ring of Power. Oui, tout à fait. Ça a du sens? Oui. J'avais l'impression d'écouter une autre série fantastique qui a des liens avec Lord of the Rings, mais je ne sentais pas que je regardais Lord of the Rings. La deuxième saison, je l'ai pas commencé encore. Mais je prends ton avis. Mais il doit y avoir du monde qui aime ça. T'sais, c'est ça la partie qui est importante. Je pense qu'ils sont renouvelés pour une troisième saison. Fait qu'ils ont eu les ratings nécessaires pour être renouvelés. Fait qu'il y a des gens qui aiment ça. Oui, ben, ma mère, elle l'a écouté avec ma sœur, puis ils ont adoré Ring of Power. Puis ma sœur est une grosse fan de Lord of the Rings. Elle adore Lord of the Rings. Ma mère, elle adore Lord of the Rings, mais elle est beaucoup moins... elle connaît pas les livres, elle connaît pas la culture en arrière de ça, elle connaît pas rien de ça. Mais elle a adoré les films, autant le Hobbit que Lord of the Rings. À chaque année, elle m'emprunte mes Blu-ray pour pouvoir les regarder. Fait que, tu sais, c'est pas un problème. Mais Ring of Power, elle trouvait ça vraiment cool. Puis elle, dans sa bulle à elle, elle avait aucune idée qu'il y avait des gens qui n'avaient pas aimé ça. Ouais, comme quoi? Pour elle, dans sa tête, c'est du Lord of the Rings. C'est parfait. Ben oui. Pourquoi c'est pas le même acteur qui les joue? Parce que c'est une autre époque. C'est Puis c'est parfait comme aussi de pouvoir voir les choses comme ça puis d'être moins critique des fois, tu sais, de juste pouvoir apprécier le produit pour ce qui est. C'est correct aussi de juste... Je pense que des fois, on l'oublie, ça. C'est mon aparté à moi, là, mon éditorial à moi, là, mais des fois, j'ai l'impression qu'on passe beaucoup de temps à s'attendre à quelque chose, puis après ça, à le critiquer. Puis on passe beaucoup moins de temps à juste apprécier ce qu'on a devant nous autres. Puis de juste arrêter de se faire des attentes, puis de mettre ça sur la faute des autres. Je me suis dit exactement la même chose, parce que je pense que le fait qu'il y a eu le Hobbit entre, le Hobbit, j'ai fait comme, c'est pas pareil, hein? Mais que j'ai fini quand même par l'acheter puis l'intégrer dans ma routine de Noël, de toutes les réécouter. Toi aussi, t'as ça? Il y a eu un moment où j'ai fait, attends une minute, je le réécoute, puis j'ai des émotions, puis je l'aime. C'est pas la même chose, j'ai pas eu le même trip. Ouais. Mais là, j'accepte que je peux aimer ça, puis que c'est pas pareil. Puis je pense qu'arrivé à Ring of Power, j'avais réussi de me rapprocher de ce détachement-là. Puis Ring of Power, en y repensant, j'étais comme, j'aimerais-tu mieux pas l'avoir à écouter? Parce que c'est pas le même niveau. Pas pareil. Non, je suis content de l'avoir écouté, je suis content qu'il m'ait diverti. Je réécoute Lord of the Rings de temps en temps, mais j'aime ça avoir du nouveau stock dans le monde des Terres du Milieu. Ben, tu vois, je ferais un lien direct avec est-ce que c'est pas correct d'avoir des nouveaux livres de Gotrek et Félix, ou de juste Gotrek, mettons, dans ce cas-ci, parce qu'il y a des livres de Gotrek et Félix qui ont existé dans les années 90? Bon point. Est-ce qu'on est obligé de les comparer? C'est vrai que c'est le même personnage, mais dans un tout nouveau contexte, dans une toute nouvelle affaire. Nouvel auteur, nouvelle approche. Nouvel auteur, nouvelle approche, nouvelle époque. Hein? L'écriture des années 90 puis l'écriture de 2024, c'est pas la même affaire. La philosophie politique, tout ce qui est de la censure, tout ce qui est de l'acceptation, de l'ouverture, tout ça, les races qu'ils rencontrent, le jeu est pas pareil. Bon. Je pense que c'est ça. On peut juste prendre ce qu'on a et qu'on a du fun avec. Puis je pense que Ring of Power est un très bon exemple de quelque chose qui n'est pas mauvais du tout. Mais que c'est sûr que si tu passes ton temps à toujours le regarder à travers l'œil du chef-d'œuvre de 2001, 2002, 2003, 2004, là, à un moment donné, ça peut devenir lourd un peu. Là. Puis c'est correct aussi de ne pas l'aimer. C'est correct aussi de ne pas l'aimer. Le chef-d'œuvre est aussi un chef-d'œuvre à cause du contexte dans lequel il est arrivé. Avant, il y avait eu un film d'animation, il y avait d'autres choses, mais comme il y a eu une attente longtemps pour qu'il y ait vraiment quelque chose. Le chef-d'œuvre est un chef-d'œuvre, mais c'est un chef-d'œuvre en 2001, en tout cas, dans les années où il est arrivé, dans le contexte où il était. Est-ce que tu penses que s'il ressortait Fellowship of the Ring, Two Towers, puis Return of the King en 2024, personne ne l'a jamais vu, est-ce que tu penses que ça ferait la même tollée qu'on a eu en 2001?
Ben, je suis pas sûr. Est-ce que, comparé à Dune, est-ce que Dune est meilleur que Lord of the Rings? Ben, Dune a bénéficié de Lord of the Rings. Ça a eu une influence pour 20 ans plus Je tard. pense que oui. OK. Hey, c'était pas du tout ça le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Mais mon Dieu, qu'on est content de vous en parler! On réinvitera d'autres personnes pour jaser de Lord of the Rings avec nous autres à un autre moment donné. Ça illustre, pour revenir au sujet principal, l'importance que ça a eu à travers le parcours de John. Mais John, encore une fois, c'est une façon de voir des choses qui ont eu une importance puis comment ça a eu une importance avec les gens. Mm-hmm. L'autre chose qui est intéressante dans son parcours, c'est qu'il a, lui, ce qui l'a vraiment fait triper, c'est le napoléonien. Mm-hmm. Fait qu'il a commencé par du 28 mm, peindre du 28 mm. Fait que ça, entre autres parce qu'il lisait les romans de Bernard Cornwell, la série Sharp. Ouais. Bernard Cornwell qui a aussi fait Last Kingdom. Ouais. J'ai eu un petit moment là, parce que j'étais comme Lost Kingdom. Last Kingdom. C'est quoi ça? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est juste mon cerveau. J'étais genre Lost Kingdom. Ça ressemble à quelque chose que j'aime, mais c'est pas ça. Last Kingdom, oui. Non, mais pour vrai, ces livres sont super bons en plus. J'en ai pas beaucoup parlé là, quand John en parlait, mais la série Netflix de Last Kingdom est magnifique. Mm-hmm. Mais le storytelling du roman est tellement similaire, mais tellement différent. Ah! Je vais faire je fais un autre aparté, là. Mais ça a un lien avec la façon dont John il traitait. Sharp, je l'ai jamais regardé. J'ai jamais écouté l'émission, j'ai jamais lu les romans, ça a jamais été. C'était pas mon genre. Mais à chaque fois que tout le monde m'en parlait, le personnage principal de Sharp est une pierre angulaire, pas juste dans le titre, mais dans le. C'est Aragorn. Genre, c'est lui le chef, c'est lui le boss. Quand les gens te parlent de la tribu de Sharp, de la gang de Sharp, du film de Sharp, c'est Sharp, c'est lui. C'est lui le chef de la gang. Puis quand tu écoutes The Last Kingdom, puis quand tu lis les romans de Last Kingdom, jamais tu as l'impression que le personnage principal n'est pas le personnage principal. Tout est raconté à travers ses yeux, tout est raconté de façon héroïque, de façon que c'est parlé au jeu, au point où, quand tu regardes la série, ben, la narration, c'est le personnage qui t'amène dans son univers. Ils ont gardé ce principe-là, mais dans le roman, il commence avec lui à un très vieux âge qui te raconte son histoire. Fait qu'on part déjà aussi dans le jeu, aussi dans c'est moi le personnage principal, c'est moi le personnage héroïque. Il n'y a aucun doute ici. On va vivre ce que j'ai vécu à travers mes yeux. Ouais. Puis, je pense que ça personnalise ton hobby aussi quand tu fais du Sharp. Si je prends ce que Peachy fait de son côté avec ses séries sur Sharp, la façon dont John apprend, c'est une façon de pouvoir rendre quelque chose de historique héroïque. Je sais pas si c'est clair la façon dont je l'amène, là. Oui. Mais c'est tellement présenté au jeu, puis des fois peut-être de façon un peu exagérée puis grandiose, parce que je pense que cet auteur-là, il aime ça, présenter les choses comme ça, puis c'est tout à fait correct. Mais il présente des choses quand même qui sont dans un élément dans un contexte très historique. Sharp, tu peux le spotter dans le temps, c'est quand? La guerre des Anglo-Saxons puis des Vikings de Last Kingdom, tu peux spotter dans l'histoire, c'est quand? Mais les faits héroïques qui se passent dedans sont tellement épiques puis tellement cool que tu t'attaches au personnage puis tu as le goût d'en avoir plus. Au lieu que ce soit juste le contexte historique qui te le drive. Je sais pas pour dans Sharp si c'est pareil, là, mais c'est l'impression que ça me donnait. Oui, tout à fait. C'est ça que. Pas mal ça qu'il fait Cornwell. Il fait de la fiction historique, là. Fait que c'est basé sur des faits réels, mais il rajoute des personnages fictifs. Uhtred puis Sharp n'ont jamais existé à ma connaissance. David, Destiny is all. Ouais. Hein? Mais c'est tellement intéressant, puis t'embarques tellement avec le héros que ça te donne le goût de le jouer. Et pour moi, ça, c'est l'autre point. La fiction historique, ou la fiction même, on l'a vu avec les romans de l'Hérésie d'Horus, c'est des choses qui inspirent beaucoup les gens à jouer. Ouais. Puis on peut faire le même parallèle avec Studio Tomahawk. Leur premier jeu, c'est Mousquet Tomahawk. Puis Alexandre, dans une entrevue, ce qu'il explique, c'est lui, il voulait jouer le dernier des Mohicans. Fait que c'est une fiction historique qui donne l'idée du jeu
pour que sur la table, tu aies vraiment l'impression de jouer comme dans le film. Les derniers des Brincans, c'est pas historique? C'est basé sur des événements historiques, mais cette histoire-là n'est pas historique. Bon, fait que là, il faut que je refasse toute ma culture historique. Parce qu'à l'époque où je travaillais au Vidéotron, je l'expliquais comme étant un fait historique. Ben, le massacre, c'est un fait historique. Le siège, c'est un fait historique, mais... Je faisais pas... David, j'ai jamais écouté. C'était historique. Je l'ai... D'accord. Puis, contrairement à ben du monde, fait qu'il triple là-dessus. Il fait du Lord of the Rings, il triple là-dessus, mais il triple sur le napoléonien dans le fond. Fait qu'il switch à ça. Puis pendant 5 ans, il fait juste peindre des modèles. Ah, ça, c'était impressionnant, là. La quantité de modèles qu'il a peint, puis le dévouement qu'il avait. Ouais. Le pattern que nous, on connaît, c'est plus du monde qui arrive, mettons, au magasin à l'Abyss ou au Game Workshop. Ouais. Qui sont soit fait introduire par des amis ou qui ça leur a tenté. Ils vont commencer par acheter, assembler des modèles. Ils vont souvent jouer avant d'avoir fini de peindre. Ah, ben oui. Parce que l'objectif, c'est d'acheter pour jouer. Alors que ce que John nous disait dans l'entrevue, c'est j'ai acheté dans l'espoir qu'un jour je jouerais, mais j'étais très heureux de peindre. Ouais. C'était ça, c'était juste peindre. Ouais. Puis tu sais, quand on parle des... Je sais pas si on a sûrement parlé dans des épisodes, mais dans nos discussions d'avant, on parlait souvent des différences entre les communautés en Angleterre et en Amérique du Nord. Ouais. Souvent, ce qui est évoqué, entre autres, aussi que dans des entrevues de gens de Game Workshop qui vont dire, c'est qu'en Amérique du Nord, les distances sont énormes. John était à Salem, puis les premières fois où il a joué, c'est parce qu'il a rencontré Yannick qui était à Montréal. Fait qu'il faisait comme le 5 ou 6 heures de route, je me souviens plus comment il l'a dit, là, mais il a dit 5 heures. 5 heures, c'est ça. Pour venir jouer à Montréal. T'imagines? Bon, fait que, messieurs, mesdames, tous gens qui nous écoutent en ce moment, si jamais on fait un événement puis vous vous dites « OK, mais c'est un peu loin quand même aller à l'Abyss. » S'il vous plaît, c'est pas Salem Abyss. C'est ça. Hein? Bon, d'un autre côté, ce qu'il dit pas, c'est que habituellement, John, il skip tout le trafic en venant sur un balai de sorcière. Là. Fait ça il fait quand même skipper toute la route puis c'est ça. Tous les bouchons. Puis sinon, dernier truc dans son parcours, pour apprendre, il a utilisé les forums, puis les livres d'Osprey, puis à sa connaissance, il n'y avait pas de YouTube. Fait que moi, j'ai recommencé en 2010, puis je pense qu'il commençait à avoir des vidéos. Fait que peut-être en 2000-2010, je sais pas à quel point ça s'était développé. En 2010, Games Workshop n'avait pas encore sorti de vidéo. Parce que le 2011-2012, quand ils ont sorti la nouvelle gamme de peinture qu'on a un peu aujourd'hui, là, les Mephiston Red, Everland Sunset, les petits pots qui sont plus des octogones, avec les shades au lieu des wash, cette gamme-là, il avait sorti le livre de How to Paint avec le DVD. Ah, ben oui. Ça, c'était la première route vers le YouTube, parce que quand ils ont sorti le DVD, ils avaient enregistré des vidéos. Puis après ça, ce qui est ressorti, c'est Duncan, puis un des réalisateurs qui a dit, tant qu'avoir fait ces vidéos-là, on pourrait les mettre sur YouTube. Serais-tu prêt à en faire? T'en as déjà fait. Pourquoi pas? Essayons. Ouais. C'est ce que Duncan nous expliquait dans l'entrevue qu'on a faite avec. Fait que quand il a commencé, il n'y avait pas encore de vidéos. Mais pas longtemps après, il y en avait. Mais après ça, tu sais, je pense que l'âge à laquelle John a commencé aussi va jouer. Est-ce que son premier réflexe, c'est d'aller checker sur YouTube pour pouvoir aller chercher des cours de peinture? Moi, les jeunes de 8 ans que j'avais au magasin en 2012, puis que je leur vendais le livre avec le DVD dedans, là, les parents me disaient, ils écoutent tellement le DVD. On a remplacé Frozen par Duncan Rose. J'exagère, là, mais tout ça pour dire que les gens les plus jeunes tripaient sur le fait d'avoir du contenu télévisuel ou du contenu média à regarder pour faire leur hobby. Wow. C'était avant que Twitch was a thing, puis toutes ces affaires. Ouais, ben oui. Mais il y a quand même eu une explosion dans le hobby entre 2010 puis mettons 2015 là, au niveau du média. Fait que si John avait déjà pas cette habitude-là à l'époque d'aller chercher son média pour faire son hobby, c'est pas 2, 3, 4 ans de plus qui va nécessairement changer ses habitudes. Ouais. Puis après ça, du Napoléon sur YouTube, de peinture, peut-être qu'il y en avait encore moins, tu sais.
Peut-être. Il y a des bonnes chances, ouais. Fait que pour le cœur du sujet, Too Fat Lardy's Rice Express, il nous en a parlé un peu. Donc, ce qu'il nous dit, puis c'est intéressant, là, c'est un one-man company. Donc, c'est vraiment Richard Clark chez eux, dans son sous-sol. C'est pour ça qu'ils font que des livres de règles. Mm-hmm. Je m'excuse, David. Je pense que Salem s'est invité chez vous. Oui. Hey! Allô? Bon, pour ceux et celles qui nous écoutent à travers le podcast et qui ne nous regardent pas, en ce moment, on a un chat noir qui est arrivé en plein milieu du vidéo et qui est venu coller David. Oui. Fait que, et je ne me rappelle pas que David avait un chat noir, je tiens à vous préciser. Ah, pourtant. Fait qu'en ce moment, je m'inquiète à savoir s'il n'y a pas un peu de sorcellerie chez David. Ouais. Ça expliquerait toute l'éducation. Dans le fond, David il a vécu 4 vies. C'est pour ça qu'il est bon de même, la sorcellerie. Ouais, c'est ça. Puis là, je lui ai demandé pourquoi il y avait Too Fat Lardy's puis Rice Express. Mm-hmm. Puis ce qu'il nous avait répondu, c'est que dans le fond, les jeux de Richard Clark, c'est sous Too Fat Lardy's. Puis les autres, c'est les autres auteurs, dont l'auteur de Général d'armée, David Brown, puis Christopher Brown. Fait que j'ai creusé ça un peu de mon bord après. Il a annoncé la création de Rice Express en 2016. Effectivement, la plupart des jeux affichés en ce moment, c'est de lui, dans Too Fat Lardy's, sauf Kriegspiel, qui est le wargame original du 19e siècle, qui a décidé de republier en anglais. Fait que ça, c'est pas de lui, mais c'est quand même sous Too Fat Lardy's. Puis dans Excuse David, je suis un peu déconcentré. Là. On dirait que la queue de ton chat te fait un câlin depuis tantôt. Ouais, oh! Ouais, je suis comme... OK, pourquoi est-ce que... OK, la queue va-tu refaire le tour de son épaule encore? Sûrement. C'est comme toute une aventure, là. Continue. Fait que dans le fond, il y a Kriegspiel qui a pas mis dans Rice Express, mais qui est dans Too Fat Lardy's. OK. Puis quand je regarde dans son stuff vintage, il y en a une couple qui sont pas de lui. Mais en ce moment, à part Kriegspiel, ils sont pas mal toutes de lui. Puis il y a les autres. Mais dans l'annonce, c'est ça, il dit quelque chose comme tout ce qui tombe pas dans, qui est pas tout à fait dans le feeling Too Fat Lardy's va être dans Rice Express. OK. Fait qu'ils ont comme distingué les deux. C'est ça. OK. Puis dans la création de 2016, il mentionne la collaboration justement avec David Brown. Puis Henry Hyde, celui qui a fait l'encyclopédie du Wargame dont je vous ai déjà parlé. Fait que c'est pas mal ça pour la compagnie. Chain of Command, on a parlé de Chain of Command qui est sorti il y a 15 ans. Il y a eu une seule édition en 15 ans, c'est quand même impressionnant. Là. Un jeu qui dure sur une édition. Puis plus tard dans l'entrevue, là c'est plus tout à fait dans l'ordre chronologique, mais je lui ai demandé pourquoi tu penses qu'il n'a pas fait. Pourquoi tu. Tu sais, Yannick nous en avait parlé que Richard Clark n'aimait pas ça les plusieurs éditions, donc j'ai demandé pourquoi tu penses qu'il attend ou il n'aime pas ça faire plusieurs éditions. La réponse est quand même intéressante. Je me suis pris une note là, pour bien leur dire. Là. Il veut pas être perçu comme quelqu'un qui veut faire de l'argent sur le dos des joueurs. C'est très louable. Oui. C'est très louable. Je pense que ça a beaucoup à voir avec le fait que c'est la compagnie d'un seul homme. Ouais. Qui est donc dans la communauté. Mais tu vois, mais de l'autre côté, ce que je me dis, c'est ça reste, mettons, que Duncan, il a sa compagnie maintenant. Ouais. C'est vrai qu'ils sont une petite équipe, mais pas tant que ça. Ça reste qu'il est dans la communauté, mais il veut en faire une carrière puis il veut faire de l'argent avec ça, tu sais. Les influenceurs, c'est peut-être une personne, mais ils sont quand même comme dans le faire de l'argent. Attends. Je vais te dire mon hypothèse. Richard Clark, j'ai l'impression que c'est un wargamer qui devait avoir un autre emploi avant, qui était en communauté, qui a tellement trippé, il s'est mis à créer ses propres règles, puis à un moment donné, il s'est dit hey, je vais pouvoir les publier. Il s'est mis à les publier. Mais c'est lui qui va dans les conventions, en parler, jouer avec du monde, faire la promotion. Et c'est lui qui est toujours en contact avec. C'est lui qui a d'abord été un consommateur, qui est toujours en contact avec le monde, puis qui fait toutes les opérations, puis qui rencontre les gens. Là où Duncan,
il a travaillé pour une grosse compagnie, donc il a appris d'une grosse compagnie. Ouais. Puis après ça, il passe à business, fait qu'il y a un training qui vient avec, il y a un background qui vient avec, puis il y a Je comprends. Ça, ils partent pas de la même place. Ils partent pas de la même place. Je pense que c'est ça la différence. Puis quand c'est toi par rapport aux autres, je pense qu'il y a des entrepreneurs qui sont capables de faire, mais en général, quand ça va ta personne, je pense que ça vient aussi avec une gêne de j'ai déjà été à leur place, je veux pas les faire trop payer. Ouais. Puis je me demande, tu sais, Game Workshop, quand on regardait leur histoire, là, puis leur transformation, au début, c'est une gang de passionnés. Ouais. Et oui, ils veulent faire grossir ça, ils veulent faire une compagnie, mais c'est le switch avec Gorka Morka, c'est quand c'est l'équipe des ventes qui prennent le dessus. Et ce qu'ils nous disent, c'est que l'équipe des ventes, c'est pas nécessairement du monde qui joue. Oui, clairement. Ben, clairement, je veux dire ça. À quelque part, il y a des gens qui ont pris des décisions pour Curse City, qui n'ont pas parlé avec les autres personnes qui prenaient des décisions pour Curse City, puis ça l'a donné une Curse Release. Je veux dire, fait pas étonné, là. C'est quand même assez récent comme exemple, hein? C'est... ça fait mal encore un petit peu. Fait que, je pense que c'est le fait que ce soit sa compagnie, que ce soit un passionné qui développe ses règles, puis comme John nous l'expliquait aussi dans l'épisode, il fait ses recherches, il a appris l'allemand pour aller chercher ses sources en allemand, ce genre de trucs-là, ça lui donne beaucoup de liberté. Il peut faire ce qu'il veut. Puis le fait que ça marche, il est capable d'avoir un site web qui est capable de vendre, il fait assez bien son travail pour que ce soit rentable ou assez rentable pour pas qu'il ça crache puis qu'il perde sa chemise puis sa maison, tu sais. Ouais. Tu vois, moi, j'ai une autre hypothèse. Oh! Moi, ce que je me dis, c'est probablement quelqu'un qui trippe puis qui veut pouvoir continuer à tripper. Puis le moment où est-ce qu'il essaie de faire de l'argent avec ça, ça devient une job, c'est plus une passion. Ah, ça se peut, ça. Fait qu'en chargeant pas, il peut se permettre de continuer à tripper puis à dire les gens qui aiment vraiment ça, ils vont l'acheter. J'ai pas d'objectif au bout de la ligne que ça soit toujours ça le signe de pièce. Je peux faire une job de passion puis l'argent est une conséquence, c'est pas un objectif. Oui. Fait oui. C'est ce que moi je me demande. Mais il fait dans un article ou dans l'entrevue que j'ai vu avec lui, il fait quand même le calcul des ventes avant de faire des reprints. Ah ben oui, mais là, parce qu'à un moment donné, il y a comme aussi passion puis imbécilité. C'est ça! Tu sais, comme tu as dit, il voudrait pas perdre sa chemise, parce qu'il va perdre pas mal plus que sa chemise s'il reprint juste pour le fun de reprinter, là. Ça va mal finir. Je pense qu'il y a un genre d'équilibre. Comment je pourrais dire? Le bon côté, c'est que c'est sa passion, il fait ce qu'il veut, puis mais je pense qu'il le fait bien aussi, fait qu'il fait des calculs, il peut pas non plus, il nous donne pas les règles, tu sais. Puis après, ça vient aussi souvent avec une gêne de faire payer le monde aussi, je pense. Mm-hmm. Inversement, on peut critiquer les grosses compagnies, mais le fait est que c'est des compagnies qui s'inscrivent dans une économie précise. Leur but, c'est de faire du profit. Fait qu'il y a un avantage qui est en grossissant, puis en étant de plus en plus mondial, puis en s'étendant partout, ils permettent de recruter et de ramener du monde dans le hobby. Ben oui. Mais les tentacules vont beaucoup plus loin. C'est ça. Mais tu sais, il y a des façons de mal le faire, il y a des façons de bien le faire, ça aussi. Puis il y a des façons de des fois bien le faire. Age of Sigmar première édition. Puis il y a des façons de mal le faire. Age of Sigmar troisième édition. Ouais. Ce n'est qu'à mon humble opinion. J'aurais pu dire 40K 10e édition. Tout le monde voit les choses différemment. Fait que ouais. J'ai moins de filtre à soir. C'est bien correct. Mais pour revenir un peu sur le sujet, je trouvais ça cool que il nous avait fait faire un quiz. Oui, où est-ce qu'il essayait de nous quizer sur des noms. Là, je me rappelle pas. Tu sais, c'est un peu comme comment est-ce qu'on dit ça, un trauma. Tu sais, des fois, le cerveau, il veut que tu t'en rappelles pas. Ouais. Fait que je me rappelle avoir fait un quiz. Je me rappelle avoir été pourri. Mais je me rappelle que l'arbitrage n'était pas super fair. C'est mon opinion. Mais c'est quand même très cool, sans faire ça. C'est quand même très cool de la part de John de nous préparer une petite affaire de même. Ben oui. Surtout que je ne sais pas à quel point il écoute beaucoup de nos épisodes nécessairement. Je pense qu'il nous connaît, mais comme on parle en français la majorité du temps, puis que lui, son français, il est comme semi-confortable,
ben, j'imagine que nos épisodes, on doit parler en français pas mal trop vite pour lui. Fait que je pense que d'amener ce quiz-là, c'était comme sa façon à lui de, sans savoir dans quel contexte de conversation est-ce qu'il embarquait, parce que tous les podcasts sont différents, Oui. il devait un peu se douter de ta vibe. Il m'avait déjà vu à quelques reprises au magasin à la Bisse quand vous faisiez des événements puis que je passais. Fait que, tu sais, il sait qu'on est friendly, mais c'est pas exactement dans quelle dynamique est-ce qu'il s'embarque. Fait qu'à la place de juste rester sur le « on verra », ben, il a amené quelque chose en disant Oui. « au moins, je vais amener ça ». Ça, j'ai trouvé ça très, très cool parce que c'est une belle façon de pouvoir, en tant qu'invité, de dire « mais j'ai une idée. Oui. Je vous amène quelque chose. Je suis l'invité. J'ai peut-être pas toutes les connaissances de comment vous faites les choses d'habitude, mais ça, au moins, je le connais. C'est moi qui vous fais ce cadeau-là. » C'était une très belle initiative de sa part. J'ai trouvé ça très, très cool. Ah oui, tout à fait. Puis c'est intéressant parce que ça nous parle des noms. Ils ont tous des noms drôles. Mais ne pas mélanger nom de rôle. Non, c'est ça. Mais qui ont un lien, tu sais, Kiss Me Hardy, qui était une de ces questions. Que si tu le sais pas, tu peux pas deviner. Mais si tu connais la période puis le personnage à qui c'est attribué, c'est l'amiral Nelson, là, tu peux faire le lien. Là, le jeu a du sens. Ouais. Ben ouais, on a eu ça, on a eu... on a parlé de Bolt Action 3e édition, Chain of Command, historique différent, c'est quoi les différences entre les deux. Si je me rappelle bien, on avait aussi parlé de comment est-ce que toi, tu avais apprécié ou pas ton expérience de Chain of Command, puis qu'est-ce que tu avais beaucoup retiré de ton expérience de Chain of Command. Parce qu'on lui a demandé c'était quoi le motto de Too Fat Lardy, c'est jouer la période, pas les règles. On lui a demandé ce que ça voulait dire. Puis ça, c'était super intéressant parce que ce qu'il nous explique, c'est les règles, c'est l'instrument de la simulation. Le but d'un jeu historique, c'est de simuler l'histoire sur ta table. Donc, on va essayer de recréer un moment historique sur la table. Puis, lui, comment il illustrait ça, c'est quand il organise une partie, puis un joueur qui dit « Ah, c'est quoi la règle? C'est à quelle page? » Je dis « Mais toi, en tant que commandant, comment tu le ferais? » Ouais. Fait que là, il m'a demandé mon expérience. Puis avec Général d'armée, j'ai une super bonne expérience parce que je me suis beaucoup intéressé à la période. C'est mon grand-père qui m'a initié, etc. Mais quand je suis arrivé sur la table, j'ai lu les règles, mais j'ai vite compris qu'est-ce qu'il essayait de représenter puis qu'est-ce que je pouvais faire. Et quand j'essaye de refaire ce que j'ai lu dans des livres qu'une armée napoléonienne devrait pouvoir faire, c'est assez logique, ça se passe assez bien puis ça se recrée bien. Fait que oui, la règle permet de simuler. Puis quand il y a des doutes, c'était facile de me poser la question, OK, comment il ferait, ça devrait ressembler à ça. Tu vois, c'est ça que je trouve intéressant parce que je me faisais un parallèle après l'épisode. C'est là que je rentre dans le... À quoi ça m'a fait penser après. Ouais. Ça m'a inspiré à vérifier, à savoir qu'est-ce que j'aime de certaines des règles de jeu que j'apprécie. Puis, ce que j'ai vu, c'est que une des règles de Lord of the Rings que j'adore le plus, c'est la règle de tir avec obstacle. OK. Que à chaque fois qu'il y a un obstacle, tu roules un dé à savoir si ta flèche, elle est-tu encore on target? Ou elle s'est ramassée dans le tronc d'arbre, ou elle s'est ramassée dans la racine, ou elle s'est ramassée dans un de tes alliés. Là, je fais un exemple grosso modo, OK, les joueurs de Lord of the Rings, je m'excuse, j'ai peut-être pas expliqué la règle exactement comme qu'elle est, là, OK, je suis vraiment désolé. Mais j'aime ce principe de règle-là, parce que bien que simplifier, dire ce morceau de décor-là te donne plus 1 à ton armure, je trouve ça simple et vraiment le fun. Tu m'enlèves l'occasion de vivre un moment épique. Je donne un exemple. On prend la même situation. J'ai un dude. Et là, pour ceux qui nous écoutent, OK, je suis en train de pointer. OK? Il faut faire comme des exemples. OK? J'ai un dude qui tire sur un autre dude, puis il y a un tronc d'arbre en plein milieu. Ouais. Qui le cache un petit peu. Je prends mon dude, il tire. Je dois rouler un dé pour savoir si je touche le tronc d'arbre ou il reste sur la target. Puis ensuite, je continue, je retire pour savoir si j'ai réussi à le toucher. OK? Si je fais juste un jet de sauvegarde, comme que c'est dans plusieurs des nouvelles éditions de Warhammer, c'est juste un bonus à son armure à lui. J'ai encore l'impression de seulement juste attaquer lui. Ouais. Donc, il a réussi à ne pas se faire blesser s'il a réussi une sauvegarde d'armure. Mais dans l'autre exemple d'avant, ça le simule tellement mieux parce que dans le fond, la flèche s'est jamais rendue à lui. Il n'a pas réussi rien pantoute. C'est le tronc d'arbre qui s'est mangé une flèche. Ouais.
ton dos n'a pas réussi à bien tirer. Ça shift l'histoire, ça raconte autre chose. Et là, maintenant, on a mis un obstacle. Mets-en 3-4 d'affilée, là, pour montrer à quel point est-ce que ton gars, il a un œil d'aigle. Il est capable de pinpointer direct la personne de la meilleure façon. Puis là, à chaque tronc d'arbre, à chaque racine, à chaque morceau de ruine, il faut que tu roules un dé. Tu rajoutes de la tension à chaque fois qu'il faut que tu roules ce dé-là. Ouais. Puis tu crées un moment épique entre les deux joueurs. Est-ce que c'est plus long? C'est vrai. C'est vrai. Mais si c'est plus long, mais que chaque jet que je fais, j'ai l'impression qu'il me fait vivre quelque chose, c'est pas plus long et désagréable. C'est plus long et bon. Parce que j'ai l'impression qu'encore une fois, je vis quelque chose avec la personne qui est de l'autre côté. Ouais. La personne, elle espère que je pogne le tronc d'arbre, puis moi, j'espère que je reste on target. L'autre couche de plus par-dessus ça, c'est que ça permet de pouvoir donner des règles spéciales à quelqu'un comme Legolas pour pouvoir dire qu'il peut rerouler ou qu'il réussit toujours. Donc, en simplifiant les affaires, on finit par voir toujours les mêmes bonus de règlement qui reviennent, qui sont sans saveur et qui racontent rien. Oui. Le décor raconte rien. C'est pour ça que maintenant, on a des morceaux de MDF qui servent de décor. Du beau MDF, all good. Parle-moi pas d'MDF en carton. C'est non. Mais tout ça pour dire, l'obstacle raconte quelque chose. Le jet que tu fais raconte quelque chose. La sauvegarde à la fin de l'Urukai ou de whatever raconte quelque chose. Puis là, une fois de temps en temps, que tu as un personnage qui est fait pour strictement jamais tirer puis rater, comme Legolas, mérite une règle spéciale que seulement lui est capable de pouvoir avoir, qui fait qu'il est meilleur que tout le monde. Ça, pour moi, c'est toutes des couches de crémage au gâteau qui font ça que le gâteau est encore plus adorable, encore plus le fun. Alors que l'autre, c'est vrai qu'il est plus rapide. Plus un bonus d'armure, merci, bonsoir, on passe à autre chose. Mais merci, bonsoir, on passe à autre chose, ça fait aussi en sorte que j'ai complètement ignoré ce que je viens de faire parce que c'est pas intéressant. J'ai rien vécu. T'as réussi une sauvegarde d'armure. Cool. Tu vas en réussir plein d'autres à la fin de la game. Puis ça, c'est la Combien? C'est ça. Ouais, mais ça, c'est la différence entre ce qu'il dit, c'est que la mécanique au service de la simulation. Ouais. Puis quand tu simplifies, ça devient la mécanique pour la mécanique. Puis souvent, la simplification dont tu parles, qui est comme on enlève tout, puis c'est vraiment au plus simple pour que ce soit rapide. Après ça, elle est surcompensée par l'ajout de mécaniques ailleurs qui viennent se rajouter sur les unités. Puis c'est pas toujours des mécaniques qui servent à raconter une histoire, mais bien qui donnent des playstyles. Puis un playstyle... En tout cas, je suis encore en réflexion là-dessus, mais souvent, je me rends compte que ça donne pas nécessairement une histoire. Ça donne juste comme une série de mécaniques que moi, j'utilise comme ça, puis toi, tu as ta série de mécaniques que tu utilises comme ça. Je trouve ça très intéressant parce que pour moi, on se rapproche vraiment du e-sport. On le dit souvent quand on se parle entre nous autres. Des fois, on en parle dans les épisodes, mais mettons Underworld, qui va recevoir une nouvelle édition. Un de leurs features de la nouvelle édition, c'est de dire que maintenant, les warbands vont avoir 4 sortes de playstyles différents. Alors qu'avant, c'était du non-dit. La façon dont tu bâtissais ton deck, c'était le playstyle. Et ça, c'est le vocabulaire Magic, c'est le vocabulaire e-sport, c'est le vocabulaire Diablo, à la limite. Parce que tu peux créer un build de sorceress de froid, un build de sorceress de feu, un build de barbare de damage de zone, ainsi de suite. Le build, le playstyle, ça, c'est très jeu vidéo. C'est très jeu de cartes. Underworld est un peu entre le jeu de cartes et le jeu de figurines. C'est un genre de jeu de plateau avec des cartes compétitifs de deck building. Là, ils ont mis une mécanique à la Commander parce que tu n'as pas besoin de te créer ton propre deck. Fait que tu peux jouer sans ça. En tout cas, tout ça pour dire que là, maintenant, ils ont mis les cartes playstyle. Puis la façon dont ils l'ont présenté dans Warhammer Preview, c'était un vocabulaire que vous connaissez déjà si vous êtes un fan de jeux de cartes. Si vous jouez à Underworld dans des événements, c'est des mots que vous avez déjà entendus. Maintenant, les warbands ont 4 playstyles différents qui vont être déterminés dans la façon dont vous voulez bâtir votre deck pour pouvoir jouer chacune de vos warbands.
Puis j'ai fait, ben voilà. On est rendu full circle. On est rendu dans la plus grande simulation de e-sport possible dans un jeu de figurines. Mm. Et c'est pas mal. C'est juste pour dire que c'est important de pouvoir accepter où est-ce qu'on est. Puis là, on parle de changement de règles mécanique pour mécanique. On en avait parlé dans l'épisode de Magic où est-ce que tu parlais que tu t'es fait une réflexion pour l'amour de la mécanique. Ouais. Puis je pense que la façon dont John l'amenait dans l'entrevue où est-ce qu'il disait, l'idée c'est qu'est-ce qu'en tant que général, ce canon-là, il ferait quoi? Cette ligne de gars-là, elle ferait quoi? À la place du général, toi, tu prendrais quoi comme décision? Au pire, on ira checker la règle après. Puis là, on pourra déterminer à savoir la prochaine fois, c'est comme ça que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais comme les règles sont tellement au service du jeu, de la simulation que tu essaies de faire, la majorité du temps, tu ne devrais pas être très, très far off. Tu ne devrais pas être bien, bien loin de ce que la règle devrait raconter. Mm. Au même principe que pour moi, tirer avec un elfe bord en bord d'une forêt avec des arbres ou whatever, ça raconte ce que c'est censé raconter. En général, ce que tu aurais fait, ça aurait été probablement très proche de ce que la mécanique de Lord of the Rings te demande de faire. Au point où dans Lord of the Rings, ils ont mis le règlement que les good guys ne peuvent pas tirer s'il y a un allié dans le chemin. Parce qu'automatiquement, il n'y aurait pas une raison pour laquelle est-ce qu'un elfe prendrait la chance de tirer une flèche et de peut-être tuer une autre elfe immortelle qui est son frère de guerre. Tu prends pas cette chance-là parce que la vie est importante. Ouais. Au même principe que les humains, c'est la camaraderie. On s'entretient. Ben, j'ai pas besoin que tu m'écrives une règle pour ça, mais la règle, elle est vraiment dans la simulation, ça raconte ça. Et les bad guys, eux autres, ils peuvent. Oui. Ils peuvent tirer puis ils ont une chance de tuer leur propre gars. Et ça aurait pu être décidé tout puis moi sur le coin d'une table autour d'un burger puis d'une bière. Là. Oui. C'est, ben non, mais moi, je suis un good guy, j'ai pas de raison de tirer. Pourquoi est-ce que mes gars du Rohan, ils tireraient une spear bord en bord de leur ligne de bataille? Il y aurait des chances qu'ils tuent le roi ou qu'ils tuent d'autres dudes. Je ferais pas ça. Puis toi, t'es comme moi, je suis un ourgan avec une arbalète. Moi, rien à battre de qu'est-ce que je tue. Cloud, merci, bonsoir. Mais ça, je trouve ça cool. Fait quand vous parliez de général d'armée, Ouais. quand vous parliez de tous ces jeux-là, puis que là, on t'est rendu à Chain of Command, je trouvais ça cool quand il expliquait que c'était la simulation, les règles servaient à la simulation. Ça me faisait beaucoup penser au role-playing game. J'avais fait un petit peu le parallèle avec Donjon Dragon. Là. C'est-à-dire que dans le role-playing game, c'est exactement le genre de questions que je pose à mes joueurs ou à mes joueuses. Je leur dis, c'est quoi que tu ferais, toi? Vas-y, réfléchis. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire? On checkera les mécaniques après, on s'en fout. Parce que ça te garde engaged. Ça te garde dans le jeu. T'es moins dans le livre. Puis John, il a dit un truc qu'on a souvent eu. Je sais pas s'ils le mettent encore Game Workshop dans leur livre, mais c'est quand on joue avec une autre personne puis qu'on ne sait pas la règle, ben au pire, on va lancer un dé. Ah oui. Bon, on pensera à autre chose. Puis ça, c'est souvent ridiculisé maintenant par les joueurs plus e-sports. Parce que eux, ça leur prend une règle claire puis comme un... Ouais. Faut pas qu'il y ait de hasard puis tout ça. Fait que soit ça qui est une solution qui existe dans le monde du wargame que Game Workshop a longtemps ramené, ou, comme tu parles du jeu de rôle, un retour au maître de jeu. Quand John il organise des parties, souvent c'est lui le maître de jeu. Ça rend le truc vraiment intéressant parce qu'il peut se poser en arbitre de la partie et dire qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi, mais explique-moi en tant que commandant, ok, tu veux faire ça, on va le jouer comme ça. Ouais. Ça donne quelque chose d'intéressant puis ça permet de remettre le scénario sur ses pieds si jamais il arrive quelque chose qui déraille. T'sais. Ouais, puis c'est parce que tout le monde est différent, là, mais. Tu sais, mettons l'argument de on va aller checker la règle tout de suite, comme ça on va le savoir pour plus tard. Je le comprends. C'est une belle façon de me dire, moi je suis très anxieux, j'ai besoin de savoir à l'avance qu'est-ce qu'on fait. Je l'entends. Mais pendant que tu fais ça, moi, j'ai moins 1000 de plaisir. Fait que ce qu'on sait pour plus tard, c'est que je vais avoir moins de fun. Puis à chaque fois que tu le fais, ça c'est quelque chose que je remarque beaucoup, que les gens ne semblent pas nécessairement comme noter, mais à chaque fois où est-ce qu'on arrête la partie pour aller chercher dans le livre, parce qu'on questionne la règle ou on questionne l'action de l'autre, on se met tout de suite en conflit. Puis bien vite, plus souvent ça arrive, moins il y a de patience. Ouais. Fait que là, à chaque fois qu'on utilise l'excuse de dire « Ouais, mais ça, on va le savoir pour plus tard », dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est plus important pour moi d'avoir raison que d'être avec toi. Et ça, dans un jeu collaboratif,
Parce que même si on est en compétition, on joue ensemble. Ça, pour moi, là, c'est très difficile. Je préfère entendre quelqu'un me dire, on peut-tu le prendre en note? C'était quoi la situation? Tac, 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 on le met dans le sel. OK, roule un dé, on le checkera tantôt. Puis à la fin de la game, tu sais quoi? On fera le tour de la liste au complet, on prendra une demi-heure, on ira les checker ensemble, puis on les rira ensemble. Mais on va avoir optimisé notre temps pour avoir du fun pendant, puis avoir du fun en apprenant les règles. On peut avoir du fun des deux bords. En tout cas, c'est mon 500. Tout à fait. Ouais, ben c'est vraiment intéressant ce bout-là. Sinon, pour... qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'intéressant? Ben, pour Chain of Command, il nous a expliqué pour la deuxième édition qu'est-ce qui s'est passé. C'est pendant 7 ou 8 ans, la communauté a harcelé Richard Clark pour des précisions. Lui, il publie des handbooks pour des périodes. Fait que là, dans les nouveaux handbooks, il s'est mis à changer, à faire des twists de règles. Pardon. Donc, la V2, c'est comme un rassemblement de tous ces changements-là, puis des clarifications. Fait que pour faire un lien avec un épisode qu'on a fait avec Phil sur les éditions, la deuxième édition ne sera pas un nouveau jeu. Ça va être une clarification de la première, avec une évolution. Puis, comme deuxième édition en 15 ans, c'est tout à fait respectable. Je pense que c'est tout à fait respectable. Tout à fait. Sinon, sa critique de Too Fat Lardies, que j'ai trouvé très drôle. Je sais pas si tu t'en souviens. Non. C'est un jeu écrit par un Britannique. Ben, c'est des jeux écrits par des Britanniques. Ouais. Fait que souvent, ils sont centrés sur leur histoire à eux, fait qu'ils laissent de côté d'autres parties. Oui, ça je me rappelle parce que je pense qu'il disait que c'était très centré sur eux, fait qu'il y avait des peuples qui étaient sous-représentés ou pas représentés. Comme le front de l'Est. Parce qu'ils faisaient pas partie du conflit. C'est ça. Mais ouais, mais je trouvais ça intéressant de pouvoir le voir comme ça parce que comme je joue des jeux plus futuristes ou fantaisistes, mais t'as le même problème. Parce que la compagnie choisit toujours son flagship. Oui. Fait que t'as les Stormcast puis t'as les Space Marines. Mm-hmm. Puis les gens vont avoir tendance à dire oui, mais moi, ma faction. Oui, mais moi, ma faction. Puis pour vrai, t'aurais beau. Les Tyrannides étant un excellent exemple. Les Nécrons étant un autre excellent exemple. Dans Warhammer 40 000 qui ont reçu un revamp de gamme extraordinaire. Et t'as encore du monde qui font comme encore. Moi, mon armée, t'es comme Doug, là, t'as eu genre 2 fois de gamme, là. T'sais, voyons. Mais bon. Ça reste qu'ils se centrent sur une gamme en particulier. Puis ça me faisait penser au fait que quand ils disaient les Britanniques ont tendance à se focusser sur leur histoire à eux, ben, même dans le monde futuriste, les gens ont tendance à focusser autour du Space Marine, puis à travers les yeux du Space Marine pour voir les conflits des autres. Puis si ça a un lien avec un Space Marine, tu vas avoir un roman, probablement. Si c'est une guerre entre des Eldar et des orques, viens me raconter l'histoire des démons de Khorne qui viennent affronter des orques puis que les Gene Circle viennent s'en mêler. Viens me voir quand tu auras ce roman-là un jour. En attendant, pas mal sûr que s'il y a un Space Marine dedans, t'as un roman. Fait que, j'avais exactement le même feeling, mais c'est juste pas historique. Mais j'avais exactement le même feeling que... Mais d'un autre côté, je pense que ça a un certain sens aussi de pouvoir dire comme on focus sur qu'est-ce qu'on connaît. On focus sur ce qu'on a le goût de creuser. Puis on met nos efforts là-dessus. Puis je me suis posé la question. Je ne l'ai pas posée pendant l'épisode. Est-ce que ça serait vraiment plus bénéfique si les Britanniques qui travaillent sur le jeu se positionneraient pour aller prendre les positions, faire des règles pour le conflit de quelque chose qui n'ont pas participé? Donc, il faudrait qu'ils fassent énormément de recherches. Puis est-ce qu'il n'y aurait pas justement une espèce d'appropriation ou de manque de sensibilité par rapport au conflit? Bonne question. Parce que je me dis, moi, en tant que Québécois, Canadien, il y a des conflits que je suis au courant, qui sont inhérents à ma culture, que j'ai baigné dedans. Je sais quel genre de sensibilité, mettons, le but de Benoît Côté. C'est peut-être même pas ça son nom, OK? Mais, ouais.
Mais tu sais, je suis au courant de certaines des rivalités et des affaires, fait qu'il y a des sujets plus sensibles qui faut faire attention ou whatever, que si je traiterais, mettons, de la politique aux États-Unis, je ferais même pas attention aux sensibilités. Je serais juste comme, c'est ça qui s'est passé, voici les faits, c'est le même que ça s'est passé, merci, bonsoir. Puis là, il y aurait toujours comme, ouais, mais non, là t'as oublié tel détail qui voulait aussi dire telle affaire. Tu vois, t'es allé lire les livres qui racontent telle affaire du point de vue de telle affaire. Fait que, je me dis, il y aurait peut-être énormément de travail pour pouvoir présenter plus de sensibilité par rapport à ces conflits-là, qui seraient moins centrés sur eux-mêmes, et que là, ils se disent, ça vaut-tu vraiment la peine, tant qu'à peut-être recevoir une brique puis un fanal après, on va pas aller là. Peut-être, mais je pense pas qu'ils se posent cette question-là, parce que OK. les Anglais l'Angleterre ayant été une puissance coloniale, puis les conflits qu'ils traitent souvent sont aussi dans la position du colonisateur, ou en tout cas, Ben oui. pas dans la position de la victime, là. Ouais. Ouais. J'y connais rien. Moi, je parle juste en termes d'écriture. Mais... L'exemple que John donne, c'est le front de l'Est. Fait que c'est la Deuxième Guerre mondiale, mais comme tout le front de l'Est, là, où c'est la Finlande, la Russie, puis contre les Allemands, je sais pas. Je suis pas sûr que ce serait si litigieux que ça. On sait jamais. On sait jamais. C'est tout à fait correct. Et c'est vraiment drôle que tu en parles parce que cette semaine, j'écoutais le podcast de il y a Jugs, pour ceux et celles qui connaissent pas. Louise Sugden, qui travaillait pour Games Workshop avant, Peachy, qu'on a eu en entrevue ici, qui travaillait pour Games Workshop avant, puis le Honest Wargamer, Rob, qui a une chaîne Twitch puis qui fait plein d'affaires, des vidéos YouTube, qui lui aussi travaillait pour Games Workshop à l'époque, ont fait un podcast ensemble. Puis à peu près à chaque semaine, sensiblement, là, depuis une quinzaine de semaines, ils sortent un épisode. Puis dans une de leurs mentions, ils parlaient de Necromunda, à savoir pourquoi les gens jouent ou ne jouent pas à Necromunda, si c'est vraiment un bon jeu, ainsi de suite. Puis ils mettaient vraiment beaucoup l'emphase sur le côté punk de Necromunda, le côté c'est proche de ses racines. C'est proche de ses racines punk. Tu sais, c'est des rebelles. C'est ça. Ils mettaient vraiment beaucoup l'emphase là-dessus. Puis moi, j'écoutais, j'étais comme... C'est pas pour ça que je joue à Necromunda. Jamais j'ai regardé Necromunda puis j'ai fait genre... ça, c'est punk. Ça me parle. Mais eux, ça les inspirait tellement. Puis moi, ça me touchait pas pantoute. Puis je me suis vraiment questionné, puis j'ai eu une conversation avec un de nos amis, Xavier, qui disait qu'il écoutait le même épisode que moi, puis il a eu exactement la même réflexion que moi. Il était comme, mon Dieu, vous êtes bien amoureux du punk, ça n'a aucun sens, revenez-en. Puis ce qu'on s'est dit, c'est, est-ce que le fait que tous les trois soient British, ou comme qu'ils soient autour de cette communauté-là, sans être nécessairement British, mais est-ce que le punk a eu tellement d'incidence dans leur culture, dans leur époque, dans ce qu'eux, ils vivaient dans le hobby, que de le voir transparaître dans leur hobby, ça veut tout dire pour eux autres. Alors que pour nous, honnêtement, moi, ça me fait des warbands qui ressemblent à Simple Plan. Pas mal sûr qu'ils n'ont pas vraiment changé quelque chose. Simple Plan, c'est pas vraiment punk, ok? C'était volontaire. C'était volontaire. Non, j'ai vu ta face. J'essayais de mettre un petit moment de pause pour laisser les gens réagir. T'as tout vendu avec ta face. Non, mais tout ça pour dire que... Tu dis ça, puis quand ils ont ressorti Necromunda, moi je tripais, puis je me suis remis à écouter du vieux punk. Bon! Ben tu vois, moi je suis comme... Je comprends pas pourquoi ça attire ça chez les gens, puis pourquoi ça les fait triper comme ça, parce que je le vois pas. La référence, ouais, c'est ça. Je regarde les Escher, je vois les Sex Pistols. Je vois ça. Mais ça s'arrête là. Comme, je regarde les Delac et les Cawdor, je suis pas genre comme... Il me semble du bon, whatever, ça serait... Ben non, j'écoute n'importe quoi d'autre, ça n'a pas rapport. Mais tout ça pour dire que peut-être qu'au niveau de la culture, ça vient changer un peu leur angle de vision, puis ça les a tellement marqués. Bon, là, tout est... Je sais pas. Je sais pas. C'est ça. Mais c'est intéressant. Merci. Non, mais tout le monde n'a pas les mêmes références. Ouais.
Puis souvent, je pense que les créateurs de Game Workshop et des jeux de Game Workshop ont mis beaucoup de références dedans. Mm-hmm. Mais le fait que des gens qui n'ont pas les mêmes références, ils trouvent leur compte, ça montre à quel point ils ont réussi à créer quelque chose qui va quand même plus large que ces références-là. Oui. Ah ben, clairement. Ben, on en a parlé souvent, là, se faire un épisode sur la musique, là, je pense qu'on serait rendu là à un moment donné. Tant qu'à avoir jasé de Sex Pistols. Je suis content que tu m'aies parlé de ça parce que là, j'ai des idées. C'est pour ça. Ben, je lance des racines. Je lance des idées. Mais ouais. Fait que, ben, c'est pas mal. Je pense, dernier truc, John nous a dit que la communauté était vraiment foisonnante de Chain of Command. Il écrivait des campagnes. Fait que, tu sais, comme TFL, Too Fat Lardies a publié 10 campagnes. Il nous dit que c'est un jeu de campagne. J'ai pas encore essayé, mais j'avoue que ça pique ma curiosité. Puis il y a 30 campagnes fan-made qui sont aussi comme accessibles sur leur forum. Fait que ça prouve qu'il y a comme vraiment du monde qui aime ça puis qui développe autour de ça. Là. Puis finalement, son conseil, c'est, pour commencer Chain of Command, c'est trouver des gens avec qui jouer. Fait que c'est le fun à Montréal. Vous avez un club de jeux de figurines, puis vous pouvez écrire aussi sur la page de soirée peinture, il y a du monde de Chain of Command qui sont là. Puis après ça, de trouver à quelle échelle jouer. Fait que John, lui, il fait du 20 mm parce qu'il trouvait ça plus agréable, puis il a trouvé des gens à Montréal pour jouer en 20 mm. Mais sinon, il y a beaucoup de gens qui font du 28 mm avec les figurines de Warlord Games qui font du Deuxième Guerre. Ouais, c'était même un de ses conseils. C'était même un de ses conseils, si je me rappelle bien. Ce qu'il disait, c'est j'ai commencé avec du 20 à un moment donné, puis j'ai pas voulu rechanger. Fait que je me verrais pas refaire du 28 nécessairement, mais si j'avais une suggestion à faire, il y a des très belles figurines de Warlord Games, donc du 28. Fait que je trouvais ça intéressant de pouvoir le dire. Souvent, les gens ont comme la prétention de penser que les gens qui sont plus old school ou qui jouent à des jeux de figurines historiques sont très stricts, très rigides. Alors qu'au bout de la ligne, là, tu as quelqu'un qui dit « Moi, j'ai commencé comme ça, puis honnêtement, avec mon expérience, je te suggère commence donc de même. » Ça, je trouve ça intéressant. C'est comment utiliser ton expérience pour pouvoir faire vivre une belle expérience à quelqu'un d'autre. Oui. Ouais. Ben, merci, John. Merci beaucoup, John. Ouais. Non, mais c'était vraiment cool, puis je pense qu'il va falloir qu'on le réinvite pour pouvoir faire autre chose. Ben oui. Puis on avait... Moi, honnêtement, je l'ai toujours dit, là, mais j'aime ça quand on fait des entrevues en anglais. Moi, c'est juste... C'est peut-être parce qu'à la maison, on parle en anglais tout le temps. Fait que comme moi, ma vie se passe en anglais ou presque. Puis à job, on s'entend que c'est des étudiants qui sont anglophones. Mes collègues ont beaucoup plus de difficultés que moi. Fait que c'est souvent plus moi qui va les rencontrer. Puis c'est tout à fait correct. Mais je trouve ça le fun quand on fait des entrevues en anglais. Ça fait exotique. Ça fait différent. Ça change du rythme où est-ce qu'on fait les choses, même si on est francophone. Je trouve ça le fun. Fait que c'est pas mal tout pour nous autres. On est rendu là? On est rendu là. Bon! Ben, merci pour l'écoute tout le monde. On espère que vous avez eu du fun à pouvoir nous découvrir. Si vous vous dites, l'anglais, c'est pas vraiment ma langue première, j'ai un peu peur de pouvoir écouter un épisode en anglais au complet. Pour vrai, ça vaut la peine d'aller écouter des épisodes qu'on fait en anglais quand même si vous ne les comprenez pas au complet. Ils ne sont pas sous-titrés, là. Mais vous allez pouvoir comprendre quand même la majorité de la conversation, selon moi. Là. On n'est pas pire que n'importe quel film que vous avez déjà essayé d'écouter. On espère que vous avez eu du fun à nous écouter et que vous avez appris plein de choses sur Chain of Command, sur le role-playing game. On s'est lancé dans certaines apartés sur le Lord of the Rings, sur plein d'affaires. Mais j'espère que ça vous a inspiré à pouvoir vous lancer dans certains projets. Puis si vous avez envie d'essayer des jeux de figurines historiques, David, avec le club de jeux de figurines historiques, propose souvent une activité par mois, une activité par 2 mois. Vous avez comme un calendrier en général là, que vous lancez des événements. Aux 2 semaines, on essaie d'avoir une soirée quand il y a des gens qui peuvent organiser une partie. Puis là c'est pas par mois, mais par saison. Des fois, on a une journée, en tout cas, on va l'annoncer sur la page de soirée peinture, sur la page du club aussi, initiation. Sinon, il y a le tournoi Saga qui s'en vient. Bon, ben c'est là que je m'en allais. C'était, si vous avez envie d'essayer, si vous avez envie de triper là-dessus, vous dites, ben ça m'a intéressé, mais je sais pas c'est quoi. Et gênez-vous pas, on a toutes nos pages de médias sociaux, vous allez pouvoir nous rejoindre, on va pouvoir vous référer. Donc, on a Soirée Peinture, le balado, qui est la page officielle où est-ce qu'on met les épisodes. On a Soirée Peinture, la communauté, qui est le groupe où est-ce que David vous référait tantôt pour pouvoir dire, allez écrire vos trucs, allez dire aux gens que vous êtes invités. Il y a toujours du monde qui va être intéressé à jouer avec vous. On a aussi Soirée Point Peinture, qui est l'Instagram. Et en ce moment, sur YouTube, peut-être que vous nous regardez,
Peut-être pas, je vous suggère d'aller voir. J'ai un très beau chandail. Et David a encore une superbe barbe. Et ça vous aide à savoir qu'on n'est pas des employés de l'Abysse. Fait que quand vous nous voyez à l'Abysse, vous pouvez quand même venir nous voir. Puis on va quand même vous aider à trouver des produits, mais on ne travaille pas pour l'Abysse. Ben bon. Et vous allez pouvoir nous reconnaître plus facilement. Donc, gênez-vous pas. Et sur YouTube, c'est juste Soirée Peinture. Fait que si vous avez jamais regardé nos épisodes sur YouTube, vous vous êtes toujours juste écouté sur le balado. Les épisodes sortent sur Spotify, Balado Québec, à peu près à chaque semaine. Si vous avez envie d'essayer YouTube, tous nos épisodes sortent sur YouTube. Puis des fois, on fait des petits unboxings. Hein, David? Oh, on fait des petites vidéos. Dernièrement, on a eu Blood and Plunder. Oui. On a eu la dernière boîte de la 3e édition de Bolt Action, qui était Battle of the Bulge. Merci, David. Je m'en allais essayer de ne pas faire ça. En passant, j'ai eu des petits commentaires de la part de certains auditeurs qui m'ont dit que quand j'ai pas été capable de pouvoir me retenir dans le dernier épisode de Battle of the Bulge, puis que je l'ai ri fort et que je me pouvais plus, que j'expliquais ce qui se passait dans ma tête comme image, ça les a fait rire en retour. Fait que je suis content de voir que ma folie intérieure inspire d'autres personnes. Et c'est pas mal ça. Il nous reste juste une chose à dire, David? Simulation. Ouh, stimulation. Oh! Bonne soirée, peinture!